J'ai en face de moi Monsieur Gravran, qui est un sympathisant de cette association et qui s'investit donc pour cette conférence. Alors, nous avons Monsieur Astino au téléphone. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Astino. Bonjour à tous vos auditeurs. Eh bien, d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Non seulement, monsieur, vous êtes quelqu'un d'aller dire que vous avez votre expérience professionnelle et tous les milieux, j'allais dire, dans lesquels vous avez baigné au plus haut niveau aussi, vous permettre de faire une analyse pointue de la situation. Mais en plus, vous êtes un intervenant dans les grandes écoles de commerce. Oui, c'est exact. J'ai donné des cours dans des écoles de commerce, dans des écoles, dans des facultés également. Et puis, j'ai été encore récemment délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, jusqu'à ce que l'on m'écarte, que l'on me retire ce poste parce que je faisais des analyses qui n'étaient pas jugées, comment dirais-je, politiquement correctes. Alors donc, c'est effectivement ce que vos auditeurs vont avoir l'occasion de mesurer si je peux vous expliquer un petit peu comment je compte conduire la conférence que je ferai mercredi. Si vous me le permettez, je voudrais dire un préambule. Je vous en prie. Lorsque j'étais, j'ai 54 ans, lorsque j'étais jeune, la première fois que j'ai pu voter, c'était pour les élections européennes, justement, les premières de 1979. Et j'avais voté pour la liste de Madame Simone Veil à l'époque. Oui. Donc j'étais tout à fait pro-européen. J'avais été élevé comme ça. Par mes parents, j'étais allé en Allemagne, j'étais allé en Angleterre. J'aime beaucoup les pays d'Europe. J'aime aussi beaucoup les pays du monde entier, puisque j'ai eu la chance notamment de vivre au Japon et d'aller dans environ 90 pays du monde. Alors je voulais dire ça en préambule pour que les choses soient d'emblée tout à fait clair. J'ai créé, voici maintenant 4 ans et demi, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome, j'ai créé le seul et unique mouvement politique français qui propose aux Français de se rassembler provisoirement pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors, si je fais ça, et si je vous ai dit mon préambule, c'est que il ne s'agit pas du tout d'une réaction xénophobe ou raciste, pas du tout. Il s'agit simplement d'un grand problème qui est en train d'apparaître aux yeux maintenant de tout le monde, que j'avais vu venir depuis de nombreuses années, c'est la raison pour laquelle j'avais créé ce parti, mais maintenant, le problème apparaît au vu et au su de tous, c'est un problème fondamental de démocratie. Voilà. C'est que la construction européenne, en réalité, apparaît de plus en plus sous un jour que le grand public n'avait pas pu prévoir, c'est un jour de plus en plus dictatorial et tyrannique. J'aurai l'occasion d'expliquer comment ça fonctionne lors de cette conférence, et tous ceux qui suivent l'actualité, que ce soit par exemple la Grèce, le Portugal, l'Italie et même la France, on aura l'occasion d'en parler, savent que désormais toutes les grandes décisions sont prises en fait par des fonctionnaires qui sont à Bruxelles et qui n'ont de compte à rendre à personne. Alors je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure lors de votre présentation. Vous avez dit que vous avez été, comment vous m'avez dit ça, voilà, vous avez été délégué général à l'intelligence économique. Alors ça, pour nos auditeurs, il faut peut-être traduire. Ce sont les RG économiques. Non, c'est pas les renseignements généraux. Non, les renseignements généraux appartiennent au ministère de l'Intérieur. Là, c'était au ministère des Finances. C'est normalement, l'intelligence économique est une discipline qui est faite par les entreprises pour essayer de voir quelles sont toutes les menaces qui pèsent sur leur existence ou sur leur rentabilité. Donc, il faut que vos auditeurs comprennent quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas et que j'ai découvert moi-même progressivement. C'est que nous sommes maintenant au 3e millénaire, et au 3e millénaire, les guerres ne sont plus comparables, les guerres entre pays développés ne sont plus comparables à ce que c'était auparavant. Avant, il y avait des déclarations de guerre, il y avait des armes, on détruisait les infrastructures, on tuait les gens, etc. Bon, ça existe encore dans les pays en voie de développement. Il suffit de savoir, de se rappeler ce que font les pays occidentaux, par exemple en Afghanistan ou en Irak, voilà. Mais entre les pays occidentaux, désormais, les guerres sont d'un autre type. Ce sont des guerres qui sont des guerres financières, médiatiques. Les armes, ce sont les médias. C'est la manipulation, c'est la désinformation, et les cibles, ce sont les cerveaux.
il faut changer le cerveau des gens, si j'ose dire. Voilà. Alors, les entreprises ont compris depuis maintenant un certain nombre d'années que cette guerre sournoise, que cette guerre économique, médiatique, informationnelle devait être contrée, et donc elles ont créé des structures dites d'intelligence économique, c'est-à-dire qu'elles essayent de repérer ce qui les menace, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors la question qui se pose à la France, c'est que j'avais été nommé il y a quelques années, j'avais été nommé délégué à l'intelligence économique au ministère des Finances, et je pensais, dans l'objectif de faire pour le compte de la France, pour le compte de l'État, ce que les entreprises font pour leur propre compte. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui menace la France en matière économique, en matière de guerre informationnelle, voilà. Et je suis arrivé à un certain nombre de conclusions qui n'ont pas été du goût des dirigeants politiques, et donc on m'a retiré cette fonction. Voilà. Mais ça n'est pas parce que la fonction a été retirée que mes analyses sont fausses. Ah bah ça c'est sûr. Bon, pour dire clairement les choses, j'avais remis à M. Sarkozy, à l'époque ministre des Finances, je lui avais remis un gros dossier qui datait du 18 juin 2004, je me rappelle la date précise, puisque justement c'était un 18 juin, et donc c'était il y a 7 ans, dans lequel j'expliquais que nous allions vers une crise financière de toute première importance, parce que les États-Unis étaient en faillite, c'était pas la France, mais les États-Unis qui étaient principalement en faillite, bien pire encore que la France. Et dans ce long dossier, j'analysais qu'il y avait une espèce d'accord secret entre Washington et Pékin, les États-Unis étant en déficit permanent, les Chinois achetant des bons du Trésor américain pour maintenir la valeur du dollar, mais en échange de quoi la Chine s'industrialisait à outrance grâce aux délocalisations d'entreprises américaines et occidentales sur son propre territoire. Et dans ce dossier qui date d'il y a 7 ans, j'expliquais que tout ceci jouait au détriment de l'euro et qu'il ne fallait pas exclure que l'euro finisse par exploser. Voilà. Alors c'est parce que j'avais écrit ceci il y a 7 ans, qui est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, eh bien, c'est parce que j'avais écrit ceci il y a 7 ans que l'on m'a remercié et que l'on m'a mis dans un placard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc la France est un pays dans lequel les vrais débats ont été occultés pendant très longtemps. C'est moins vrai ailleurs. D'ailleurs, puisque vous êtes en Alsace, vous savez que nos amis allemands, eux, ont quand même une plus grande liberté, me semble-t-il, de parole, notamment dans les journaux allemands, sur les problèmes posés par l'euro, alors qu'en France, c'est vraiment depuis quelques semaines à peine que l'on commence maintenant à envisager que l'euro pose un problème. Voilà. Et quand on va en Angleterre ou quand on va dans les pays scandinaves, eh bien, on a une presse, on a des médias qui sont quand même beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont en France. Alors, fort heureusement, il y a des radios comme la vôtre qui acceptent d'ouvrir leur antenne pour me donner la parole, mais les très grands médias en France sont encore extrêmement frileux, pour ne pas dire verrouillés, sur tout ce qui est des sujets d'une très très grande importance politique, économique et financière. C'est sûr. Et pour qu'on en comprenne mieux, si j'ai bien compris, vous allez commencer par nous faire un historique de la construction de l'Europe de 45 à nos jours. Oui, c'est très important. C'est très important parce que vous savez, enfin tous les gens savent bien que une personnalité, elle apparaît à partir de la naissance, je parle pour un individu, et puis les premières années sont cruciales. Vous savez, la façon dont on est élevé, la famille dans laquelle on est. La petite enfance. Donc ça, ce qui est important pour un individu, les 5 ou 10 premières années jouent ensuite un rôle très important dans la formation du caractère d'un individu. Absolument. Eh bien ça, c'est pareil pour une nation, pour un pays. Ça, c'est très important à comprendre. Les Français ne sont pas comme les Grecs, ni comme les Allemands, ni comme les Anglais, parce que nous avons une histoire extrêmement différente. Bon. Alors j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça. Mais pourtant, beaucoup de gens finissent par l'oublier. Et on croit, par exemple, que tous les peuples d'Europe se ressemblent, ce qui est faux. Les peuples d'Europe sont extrêmement différents. Et alors, dans la conférence que je ferai mercredi soir, je vais commencer d'abord par peut-être briser un tabou ou ôter bien des illusions. C'est-à-dire, je vais commencer par expliquer la naissance des États-Unis d'Amérique, quelle est la façon dont les États-Unis
conçoivent le monde et comment elles en sont arrivées à avoir l'idée de suggérer aux pays d'Europe de faire la construction européenne. Parce que ça, c'est un point, je crois, où une des grandes originalités parmi d'autres de notre mouvement, c'est qu'en France, on croit que la construction européenne a été inventée par Robert Schuman et par Jean Monnet. On croit que c'est une invention française. En réalité, c'est vrai que ce sont les personnes que l'on a mis en avant, mais ce sont les États-Unis qui étaient derrière, et nous avons toutes les preuves historiques pour le prouver. Et par là-dessus, vous allez nous expliquer ensuite, si j'ai bien compris, quelle est la structuration et la répartition des pouvoirs dans l'Union européenne. Oui, parce que ce qui est important à comprendre, c'est que tout le monde est pour l'Europe. Tous les partis politiques français sont pour l'Europe. Mais personne n'est d'accord avec l'Europe telle qu'elle existe. Ils sont tous pour une autre Europe, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le centre, les Verts et les socialistes. Tout le monde voudrait une autre Europe. Et donc j'explique pourquoi c'est impossible. Il y a 32 ans, le Parti socialiste avait fait déjà sa campagne pour les élections européennes de 1979 avec le slogan « Changeons l'Europe ». En 2009, donc 30 ans après, ils ont fait leur campagne avec le slogan « Changeons l'Europe ». Voilà, donc la question que maintenant les Français doivent regarder en face, c'est pourquoi toutes ces promesses de changement d'Europe ne marchent jamais. Alors la réponse, et c'est ce que nous verrons mercredi, eh bien c'est que d'abord il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes un pays sur 27. Et les 26 autres ne sont pas du tout d'accord avec nous. Ils ont chacun leurs intérêts nationaux et tous les intérêts sont divergents. Et ce que j'explique, c'est que c'est justement parce que c'est une tour de Babel où personne n'est d'accord sur rien que les États-Unis ont poussé et continuent à pousser cette construction puisqu'elle aboutit en réalité à un système autobloquant où tous les pays s'échinent à essayer de trouver des compromis entre des gens qui ne sont pas d'accord. Alors je présenterai également ensuite le portrait d'un certain nombre de commissaires européens, à commencer par le président de la Commission européenne. Ce sont des gens que les Français ne connaissent pas et qui pourtant ont plus de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir que le premier de nos ministres et même que le président de la République française. Donc c'est là où il y a une très très grave question qui se pose, c'est que les Français sont mécontents, ils ont le sentiment que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, ils ont la même politique. Donc ils sont furieux, ils ont raison. Mais le problème ne vient pas tellement du fait que ce sont les jeunes politiques français qui s'amuseraient à les tromper. Le problème, c'est que les personnes politiques pour lesquelles nous votons, les postes politiques, n'ont plus le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, maintenant, il est à Bruxelles, à la Commission européenne, il est à Francfort, à la Banque centrale européenne, il est à Washington pour ce qui concerne l'OTAN. Voilà. Et donc on demande aux Français de participer à des élections qui sont un peu des élections pour rire, c'est-à-dire qu'on va voter pour un président de la République, mais qui en fait est dépourvu de l'essentiel de ses pouvoirs. Mais c'est pas lui qui tire les ficelles. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous appelons les Français à dire qu'il y a un très gros problème de démocratie et que l'on n'en sortira pas si l'on ne sort pas de l'Union européenne pour redonner aux Français la maîtrise de leur destin collectif. Alors je sais bien, je ne sais pas si j'ai les personnes qui viendront auront l'occasion de me poser plein de questions. Je connais bien entendu un certain nombre d'objections que l'on m'oppose, mais j'espère avoir l'occasion auprès des gens qui viendront de leur montrer que les objections rituelles que l'on oppose à ça sont fausses. Le fait, par exemple, de sortir de l'Union européenne, j'en prends une parmi d'autres, ne signifie pas du tout se couper du reste du monde. C'est totalement faux. Il suffit d'abord de voir la Suisse ou la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui ne sont pas fermés sur le monde, bien au contraire. Il y a des gens qui me disent, mais nous serons beaucoup trop petits, comment pourra-t-on faire, etc. Mais regardez la Suisse, le franc suisse est la valeur refuge. C'est un pays de 8 millions d'habitants. Maintenant, tout le monde se précipite sur le franc suisse. On nous dit qu'il faut se protéger face aux Chinois, mais j'ai été dans des fonctions lorsque j'étais au ministère des Affaires étrangères. J'ai accompagné M. Chirac, président de la République, en Chine. Nous avons rencontré le président de la République populaire de Chine, M. Jiang Zemin, à l'époque. Qu'a fait M. Chirac? Il a signé un accord de partenariat stratégique franco-chinois. Et quel était l'objectif que nous poursuivions? Eh bien, nous essayions à l'époque de vendre des centrales nucléaires françaises à la Chine contre les centrales nucléaires américaines. Nous essayions de vendre le TGV français
contre l'ICE allemand, nous essayons de pousser les intérêts des entreprises françaises contre les entreprises américaines, allemandes, anglaises, etc. Donc nous avons une classe politique qui ment. Un jour, elle vous dit que nous n'avons pas d'autre possibilité que de fusionner avec les pays de l'Union européenne, et le lendemain, eh bien, nous nous précipitons en Inde, en Chine, pour dire aux Chinois, aux Indiens, surtout, achetez-nous à nous, et surtout pas aux Allemands ou aux Anglais. Et remarquez bien que tous les autres font pareil. Hein. Les Allemands font pareil pour ce qui les concerne, les Anglais, etc. Hein. Donc le monde du 3e millénaire, c'est un monde où en fait il doit y avoir des coopérations internationales. Bien entendu, nous ne disons absolument pas qu'il faut se refermer sur soi-même, ça n'a jamais été le cas de la France. Simplement, les coopérations internationales, il n'y a aucune raison de les limiter et qu'elles concernent tous les sujets avec nos voisins européens. Dans certains cas, il faut faire des coopérations avec les Allemands, dans d'autres cas, avec les Chinois, les Japonais, les Égyptiens, les Brésiliens. Voilà, c'est le monde tel qu'il est, et nous devons surtout défendre l'intérêt du peuple français, parce que si les choses continuent comme elles continuent, malheureusement, je suis désolé de le dire, avec beaucoup d'autres observateurs, mais nous allons vraiment vers des jours de plus en plus difficiles et vers un appauvrissement général de la population. Alors, si j'ai bien compris, quand vous dites la solution, ce serait sortir de l'Europe et de l'Europe actuelle et la reconstruire autrement en établissant des partenariats intelligents avec les différentes nations selon les nécessités ou les opportunités. Oui, mais vous savez, moi je ne suis pas du tout pour reconstruire l'Europe autrement. L'analyse que nous faisons, c'est qu'elle ne peut pas être autrement. Le vice, l'erreur de conception de départ, c'est de vouloir faire une fédération avec 27 nations différentes. Ça n'a jamais existé nulle part au monde. D'ailleurs, ça n'est imité nulle part ailleurs au monde. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'idée d'origine, ce sont les Américains qui nous la soufflent constamment. Je le prouverai aux gens qui viendront écouter ma conférence. Ce que je dis en revanche, c'est que bien entendu, nous devons avoir des instances de concertation. Mais la première instance de concertation à laquelle il faut redonner du pouvoir, c'est l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'il n'y a pas de raison. Vous savez, je ne suis pas du tout un va-t-en-guerre. Je suis tout à fait en faveur de la paix. Je connais l'argument des gens qui me disent, mais l'Europe, c'est la paix. Attention, hein, l'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre. Il suffit de voir en Libye, en Irak, en Afghanistan, comment la construction européenne est en train de nous opposer à l'ensemble du monde arabo-musulman. Donc ce qu'il faut faire, c'est que nous devons avoir des coopérations internationales dans le cadre de l'ONU. Dans le cadre européen, il y a déjà une structure qui s'appelle le Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec la construction européenne, qui est une espèce d'ONU régionale, si j'ose dire, dans laquelle appartiennent d'ailleurs tous les pays d'Europe, sauf la Biélorussie. Ça veut dire que vous avez par exemple la Russie, l'Ukraine, la Norvège, l'Islande, la Suisse, qui sont membres du Conseil de l'Europe. Donc, dans ce Conseil de l'Europe, il y a déjà une concertation qui a lieu et que nous jugeons, nous, tout à fait suffisante. Pour le reste, ma foi, écoutez, chacun doit avoir des coopérations selon les sujets. Par exemple, la coopération franco-allemande doit demeurer importante sur sur Airbus, par exemple. Mais sur Airbus, je viens de sortir un petit dossier sur notre site u-p-r.fr. Donc j'invite vos auditeurs à aller consulter. Sur Airbus, il faut savoir que l'Airbus A380 qui vient de sortir, vous savez, le très gros porteur, ça n'est pas du tout un avion européen. D'ailleurs, la construction européenne n'y est pour rien dans l'Airbus. C'est une coopération internationale avec des États de l'Europe et des États qui n'en sont pas. Et donc, par exemple, le premier fabricant d'Airbus A380, la première part, c'est la part américaine, 38% lorsqu'il est motorisé Pratt & Whitney. Ça veut donc dire que l'Airbus est d'abord un avion américain. Ensuite, il y a des parts françaises, allemandes, etc. Mais il y a 14 des 27 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un seul boulon dans Airbus. En revanche, dans Airbus A380, vous avez une part américaine, vous avez 10 entreprises japonaises, vous avez des entreprises australiennes, malaisiennes, russes, turques, mexicaines. Donc c'est une espèce de coopération internationale. Moi je trouve ça très bien. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une part française dans Boeing, le nouveau Boeing 787 qui vient d'être livré, le premier exemplaire commercial vient d'être livré à une compagnie japonaise. Eh bien, on apprenait dans le Figaro il y a quelques jours qu'il y a une douzaine d'entreprises françaises qui travaillent et qui sont des fournisseurs de ce Boeing. Donc, si vous voulez, le fait même d'être sorti de l'Union européenne ne changera en rien
les coopérations industrielles, par exemple. Au contraire, elle les rendra d'une certaine façon plus fluides. Et plus clair. Et plus clair, absolument. Donc ça, c'est important, hein, c'est très important parce que on a mis dans la tête des Français plein d'idées fausses. On leur a fait croire que sortir de l'Union européenne, ça serait la fin du monde, c'est la mort, que ce serait se refermer sur soi-même, alors que c'est le contraire qui est vrai. Parce que vous savez, la France le discours de la France est très attendu dans le monde. Dans les pays latino-américains, dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, en Russie. On l'avait vu lorsque M. de Villepin avait fait le discours contre la guerre en Irak en 2003, à l'ONU, dans les semaines qui avaient suivi, ça avait valu un regain de faveur pour la France. Alors, certes, les Américains n'étaient pas contents, mais dans le monde entier, il y avait eu énormément de soutien qui était venu à la position française. Plus nous nous refermons dans cette construction européenne, et plus nous nous coupons en réalité de ce qui faisait notre rayonnement mondial, c'est-à-dire le rayonnement de la langue française, c'est-à-dire nos amitiés avec les pays du Maghreb, les pays d'Afrique noire, certains pays d'Asie, beaucoup de pays latino-américains. Il suffit de se rappeler du voyage triomphal de Charles de Gaulle en 1964 en Amérique du Sud. Un point aussi à préciser peut-être pour vos auditeurs, c'est que l'on a parfaitement le droit de sortir de l'Union européenne. Hein. Il y a un article dans le traité de l'Union européenne, qui est l'article 50, qui justement précise comment un État peut sortir de l'Union européenne. Alors ça, nous insistons beaucoup là-dessus. Nous sommes encore une fois le seul mouvement politique à le souligner. Il y a un article qui permet de sortir de l'Union européenne. Donc, puisqu'il y a un article qui permet de sortir juridiquement, eh bien nous demandons déjà une chose, c'est que l'on puisse en débattre. Que l'on puisse en débattre sereinement. Nous ne sommes pas un parti extrémiste, hein. Nous ne sommes pas du tout comme le Front National qui tous les 6 mois sort un dérapage de mauvais goût ou des propos extrémistes qui fait que d'un seul coup les Français prennent peur à juste titre. Nous sommes un parti tout à fait modéré. Nous regroupons d'ailleurs des Français venus de tous les horizons, même plutôt majoritairement de gauche. Beaucoup de jeunes, hein, la moyenne d'âge de nos adhérents est aux alentours de 30 à 31 ans. Nous voulons simplement qu'un débat ait lieu sur les avantages et les inconvénients de rester dans l'Union européenne et nous avons énormément d'arguments à faire valoir pour montrer que si nous continuons comme aujourd'hui, eh bien nous sommes en train de bâtir, je pèse mes mots, hein, nous sommes en train de bâtir pour les générations qui viennent, nous sommes en train de leur bâtir une véritable prison continentale, une dictature qui sera dirigée par les banquiers et par une oligarchie financière euro-atlantique. Alors on a déjà un petit peu ce sentiment, hein, que par exemple... Voilà. Mais si vous voulez, ce qui est nouveau, c'est que quand je disais ça, quand j'ai créé ce mouvement politique il y a 4 ans et demi, j'étais, vous savez, comme on dit, une voix seule dans le désert. Les gens pensaient que j'étais un peu excessif. Ce que je disais était excessif. Parce que la construction européenne, c'est la première fois dans l'histoire que l'on construit, que certains bâtissent une tyrannie qui s'impose non pas par la violence, par la force des armes ou des armées. Vous savez, quand il y avait des coups d'État. Maintenant, les coups d'État se font, on tourne en dérision ceux qui s'indignent. Oui. On l'a vu par exemple en France, il y a eu 55% de non. On nous a imposé quand même le traité de Lisbonne et ceux qui se sont indignés, on les a tournés en dérision. Oh oui, arrêtez un peu votre cinéma. Voilà. Donc on a une dictature qui s'impose en tournant en dérision les opposants et c'est une dictature qui s'impose par l'ignorance et l'ennui. L'ignorance dans laquelle on s'ingénie à entretenir les peuples. Oui, absolument. L'ignorance et l'ennui. Oui. Parce que c'est tellement ennuyeux, je vous assure, c'est tellement ennuyeux de commencer à entrer dans ce qu'on appelle la comitologie, c'est-à-dire les comités à l'intérieur de l'Union européenne, les circuits de décision, etc. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais ça emmerde tout le monde. Voilà. Et c'est tellement ennuyeux que du coup, les Français ne veulent pas entendre parler de ça. Et donc, c'est très très pervers, hein. C'est très pervers parce qu'au lieu que nous ayons un débat donc sur des choses, c'est là où se passe le vrai pouvoir, eh bien on continue comme si de rien n'était à entretenir les Français dans une espèce de guéguerre droite-gauche UMPPS alors qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. D'ailleurs, regardez, il y a quelques jours, c'était dimanche en 8, le Sénat a basculé à gauche, on a entendu à la radio et à la télé, franchement tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, parce que tout le monde a bien compris que ça ne va rien changer à rien. Voilà. C'est
ça la vérité. Et c'est de ça que les Français ne supportent plus. D'autant plus que nous allons être spoliés, hein. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais la question financière, le soutien, paraît-il, à la Grèce, c'est pas le soutien à la Grèce, c'est le soutien aux banquiers, aux financiers qui ont mis la Grèce dans cet état et qui ne veulent pas perdre leurs sous. Mais si personne en France ne dit à chaque Français combien ça va nous coûter. On annonce des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ouais. Alors il n'y a jamais d'argent pour avoir une infirmière ou un policier ou un enseignant. On ferme les écoles, on ferme les bureaux de poste dans les petites communes, etc. Mais en revanche, alors dès qu'il s'agit d'aller au secours des banquiers qui ont fait tout ça, à ce moment-là, rien n'est trop beau. Et là, d'un seul coup, on annonce des engagements. Alors c'est pas des versements pour l'instant, mais enfin ce sont des engagements qui ont vocation à être éventuellement mis en jeu si la situation s'aggrave, et elle va s'aggraver. On met en jeu 70, 80 milliards d'euros, c'est notre argent. Hein. Absolument. Il faut comprendre que c'est notre argent. Il faut donc demander des comptes à nos dirigeants. Oui, c'est normal, mais encore une fois, on s'arrange pour que ce soit tellement compliqué que le commun des mortels n'y comprend rien du tout, et on arrive à se désintéresser complètement de la politique parce que c'est complètement dépassé. Absolument. Et on entretient des faux débats sur des faux sujets ou sur des sujets qui sont relativement importants mais qui ne sont pas décisifs. J'entendais il y a quelques jours que M. Hollande portait le débat sur l'euthanasie. Bon, c'est un sujet de société. Voilà, il y a l'euthanasie, il y a l'IVG, il y a le mariage gay, il y a tout ce genre de choses. Et nous considérons, et c'est aussi une des originalités de notre mouvement, que ces questions-là n'ont pas à être traitées au moment d'une élection présidentielle. L'élection présidentielle, comme disait Charles de Gaulle, c'est le moment où l'on décide de l'essentiel. Voilà. L'essentiel, excusez-moi de le rappeler, c'est quand même qu'est-ce que va devenir la France. Qu'est-ce que nous allons devenir collectivement. Notre niveau de vie, nos protections sociales, les acquis sociaux pour lesquels se sont battus nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, que l'on remet en cause les uns après les autres. Vous avez vu que M. Fillon, il y a quelques jours, a annoncé que par souci d'harmonisation avec l'Allemagne, il allait falloir passer à la retraite à 70 ans. Enfin, tout ça est hallucinant. On impose à la France, mais pareil aux Italiens, aux Portugais, aux Espagnols, aux Grecs, etc. On leur impose des mesures coercitives. On remet en cause tous les avantages sociaux qui ont été acquis par des luttes sociales depuis 150 ans, et on leur impose ça au nom de la prétendue modernité de la construction européenne. Écoutez, de qui se moque-t-on? Il faut absolument maintenant briser et casser cela. Et alors j'attire vraiment l'attention de vos auditeurs sur le fait qu'il faut qu'ils se méfient beaucoup des mouvements politiques qui prétendent vouloir sortir de l'euro comme le Front National sans sortir de l'Europe, ce qui est impossible juridiquement, ou comme M. Mélenchon, le Front de gauche de l'autre côté, qui lui prétend désobéir au traité de Lisbonne sans sortir non plus de l'Europe. Tout ça, ce sont des fausses fenêtres. On ne peut pas désobéir aux traités européens. On en sort ou on en fait partie. C'est comme si vous aviez un emprunt bancaire et que vous disiez, je vais désobéir à la banque, je ne vais pas rembourser mes traites mensuelles. Ça ne durerait pas très longtemps, hein. La banque immédiatement ferait saisir vos biens par un huissier. Et bien là, c'est pareil. Si on désobéit aux traités européens, immédiatement les autres, nos partenaires, nous traîneront devant la Cour de justice des communautés européennes, et la France sera sommée par la Cour de justice de remplir ses obligations internationales. Donc la seule possibilité de sortir de l'euro, il n'y a pas d'article dans les traités européens qui permettent de sortir de l'euro. Le seul article qui existe, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne, donc de l'euro, puisque l'euro a été créé par le traité de Maastricht. Voilà, donc j'expliquerai tout ceci. Alors à Mulhouse, mercredi, à Haguenau, jeudi, où je parlerai plus particulièrement des 10 raisons pour lesquelles il est impératif de sortir de l'Europe, avec ce sont des raisons tout à fait précises, hein, et je me fonde sur les articles des traités. Donc moi je suis un homme extrêmement précis et rigoureux, hein. On ne parle pas en l'air. Et je parcours la France. J'étais à Angers il y a quelques jours, j'étais à Saint-Étienne avant-hier. Je vois partout dans mes auditoires que les Français
sont contents d'avoir quelqu'un qui leur explique le fond des choses. Oui, Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Il faut arrêter de leur raconter des histoires, de leur faire miroiter une autre Europe ou des contes de fées. C'est très gentil une autre Europe, mais nous sommes 1 sur 27. Et les autres ont des intérêts totalement différents des nôtres. D'accord, finalement, c'est un parler vrai que vous avez. Mais oui, mais je crois que vous savez, notre mouvement actuellement se développe vraiment très bien, alors même que vous le savez, je ne suis jamais passé sur une télévision ni sur une grande radio nationale. Donc nous nous développons essentiellement grâce à Internet et nous avons une page Facebook qui est extrêmement active. Et puis notre site, donc Union Populaire Républicaine, vos auditeurs n'ont qu'à taper ça sur Google, ils trouveront tout de suite notre site et de là le lien vers la page Facebook. Et puis heureusement, des radios comme la vôtre, quelques autres également, où je suis passé sur BFM, à la demande d'ailleurs du journaliste économique, où j'ai été invité il y a une dizaine de jours à participer à une émission sur les experts de l'économie. C'est d'ailleurs, on le trouve sur Internet. Donc bref, le bouche à oreille, et les Français sont contents, et c'est normal, ils sont contents de voir que quelqu'un comme moi met un peu les pieds dans le plat, et puis, mais sereinement, hein. Encore une fois, nous ne sommes pas des extrémistes, nous ne prenons pas de position pour rassembler les Français sur notre objectif. Il y a toute une série de sujets dont nous ne parlons pas, parce que nous considérons que c'est aux Français d'en décider ensuite par eux-mêmes, que ce soit l'immigration, le nucléaire, la malbouffe, les questions de société comme celle que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien ça, ce sont des sujets qui ont leur importance, bien entendu, mais qui pour l'essentiel sont déjà d'ailleurs décidés par Bruxelles, en particulier l'immigration. L'immigration est traitée depuis le traité d'Amsterdam. Toutes les grandes décisions stratégiques sont prises par Bruxelles. Donc on fait se déchirer les Français sur cette question, alors que nous n'avons plus les pouvoirs. Mais oui, mais c'est les grandes décisions en circulation des personnes, expulsion aux frontières, l'accueil, l'octroi de cartes bleues, c'est une imitation de la carte verte américaine, pour faire venir des quantités de personnes hautement éduquées venant des pays du Sud. Tout ça, ce sont des décisions qui sont prises par Bruxelles. Donc nous, ça sert à quoi en fait, n'est-ce pas, d'envenimer le débat en France avec des propos qui versent assez rapidement d'un côté dans l'angélisme et de l'autre côté dans la xénophobie, le racisme ou pire encore. Nous disons tout ça n'est pas raisonnable. Arrêtons d'avoir des querelles de Gaulois. Déjà, reprenons, nous, notre pouvoir de décision. Oui, mais pendant ce temps-là, Monsieur Asselineau, on ne s'occupe pas des vrais problèmes. Voilà. Alors le problème numéro 1, c'est en tout cas ce que nous pensons, c'est qu'il faut que les Français se réapproprient la démocratie. Mais pour ça on ne peut pas continuer, d'ailleurs ça ne va pas continuer. Je ne sais pas quel est l'avenir de notre mouvement politique. Ce que je sais, c'est qu'actuellement nous avons 3 à 4 adhésions spontanées qui nous arrivent chaque jour, ce qui est beaucoup, que nous avons un nombre d'inscrits qui est en croissance très rapide sur notre page Facebook, mais je ne sais pas si tout ceci suffira. Ce que je sais en tout cas, c'est que la situation va s'envenimer, elle s'envenime d'ailleurs en Grèce, en Espagne, en Italie, et que ça va. Nous sommes, je crains que nous soyons vraiment au bord d'une rupture dans l'ensemble des sociétés d'Europe, et que l'on bascule dans la violence. Donc, si l'on savait, on ne dit pas en France, par exemple, ce que l'on exige des Grecs, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable ce que l'on exige des Grecs. On exige d'eux qu'ils vendent quasiment tout leur pays aux banquiers. C'est comme si nous, et peut-être que ça arrivera un de ces jours, déjà nous, on nous a forcé à vendre les autoroutes, on nous force à vendre des bâtiments publics, etc. Mais au motif que nous serions trop endettés, mais ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai pas le temps avec vous d'en parler. Mais si ça continue comme ça, il va falloir tout vendre. On va nous dire qu'il faut absolument tout vendre à des banquiers rapaces, jusque peut-être un jour au château de Versailles ou à la Joconde. Enfin, j'en sais rien, mais c'est exactement la tournure que ça prend en Grèce. Si je vous disais, si je vous donnais, je le fais dans une de mes conférences, la liste ahurissante de ce que l'on demande aux Grecs de vendre, c'est tout. Les aéroports, les ports, l'électricité, le gaz, la SNCF, le loto, les casinos, tout doit être vendu. En plus de ça, les retraites des fonctionnaires sont quasiment divisées par 2, voire purement et simplement supprimées. On a baissé de 25% le salaire de certaines catégories de fonctionnaires. Enfin, c'est dément. Oui, mais on a déjà le sentiment clair que c'est le fric qui gouverne le monde. Voilà. Eh bien, c'est ça qu'il va falloir changer, et je pense que nous avons
devant nous des jours qui vont être certainement très difficiles, pas seulement en France, hein, mais dans l'ensemble du monde, parce que de toute façon, il y avait une belle parole de Gaulle aussi, qui disait à la fin des fins, la dignité des hommes se révoltera. Je crois beaucoup à ça. C'est qu'il y a cette espèce de loi de l'argent, il n'y a que ça qui compte. Ça n'est pas d'ailleurs, c'est vraiment d'esprit américain, c'est d'esprit anglo-saxon. Ça n'est pas d'esprit français. Mais je vois en face de moi là Monsieur Gravant qui a envie de vous poser une question. Oui. Alors je lui laisse la parole. Là. François Asselineau, bonjour. La dette de la France est d'environ 1600 milliards d'euros. Il y a combien d'intérêts dedans environ? Oui, c'est même plus que 1600. Maintenant, on en est plutôt aux alentours de 1800 milliards d'euros. On estime qu'il y a les intérêts dus. Alors là, la question que vous posez, les auditeurs ne sont pas forcément très au courant. Il faut préciser que l'une des raisons essentielles du montant de la dette publique, dont personne ne parle, ça remonte à la décision qui a été prise en 1973 par Georges Pompidou, président de la République, et Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, de ne plus permettre que les déficits de l'État soient couverts en partie par de la création monétaire de la Banque de France. Donc ce qui avait été décidé à l'époque, c'était, on avait dit, maintenant il va falloir que l'État fasse comme tout le monde, aille s'endetter auprès des banques ou des marchés financiers, et donc il n'y ait plus de création monétaire. L'idée sous-jacente derrière, c'était de dire que la création monétaire provoquait de l'inflation. Et comme l'inflation était parfois supérieure au taux d'intérêt, et qu'à l'époque il y avait un cloisonnement des marchés de capitaux, eh bien les possédants, les gens les plus riches, voyaient leur fortune fondre petit à petit parce que le taux d'intérêt était inférieur à l'inflation. Donc c'est ce qui il a été décidé en 73 qu'il serait mis un terme. Et ensuite, ça a été également avalisé au niveau européen. Donc par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tous les États de l'Europe s'interdisent d'avoir recours à leur banque centrale pour financer une partie de leur déficit. Alors ça veut dire quoi? Comme vous le dites très justement, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on a vu augmenter les intérêts. Qu'il fallait payer des intérêts, alors qu'auparavant on ne payait pas d'intérêts. Les avances de la Banque de France, c'était sans intérêt. Et donc on a vu grimper les intérêts petit à petit, avec d'ailleurs, pour certains économistes, on considère que c'est une folie, puisque ces intérêts ne sont pas créés, et donc ils ne peuvent être jamais remboursés, donc ils ne peuvent que s'accumuler. Alors actuellement, on doit avoir une dette qui doit être aux alentours de 1800 milliards d'euros, et on estime qu'il doit y avoir au moins tenez-vous bien, mais à peu près 90% de cet endettement public qui est justement ces intérêts cumulés dû à cette loi de 1973 qui est une loi d'endettement volontaire de la France et des Français. On a décidé volontairement d'endetter la France et les Français et de leur faire payer des intérêts, comme si l'État était un quidam. Alors on a voulu à l'époque lutter contre l'inflation, mais au bout du compte, donc 48 ans après, alors on a effectivement peu d'inflation, mais on a en revanche une dette publique absolument gigantesque qui ne fait que s'accroître, que nous ne pourrons certainement jamais rembourser. Je rappelle d'ailleurs à vos auditeurs que M. Sarkozy s'était fait élire président de la République en 2007 en promettant justement de revenir à l'équilibre budgétaire et de commencer à diminuer la dette publique. Non seulement il n'est pas arrivé, mais la dette publique n'a jamais autant augmenté que sous sa présidence, notamment parce qu'il a fallu venir au secours du secteur bancaire, financier, industriel avec la crise de 2008. Donc actuellement, on a la plus grosse majorité de cette dette, 90% environ, ce sont ces intérêts que, je suis désolé de le dire, mais nous ne devrions pas avoir si nous étions restés sous l'empire de la loi d'avant 1973. Et je voudrais insister aussi sur quelque chose, c'est que la France n'est pas du tout un cas isolé, puisque tous les autres pays se trouvent dans la même situation. Ils ont tous pris cette décision folle, qui leur a été d'ailleurs conseillée, bien entendu, par les banquiers. C'est-à-dire que le premier pays le plus endetté du monde, ce sont les États-Unis. Eux, ils jouissent en plus du privilège dollar, et c'est ça qui est en train d'emmener la planète vers une apocalypse financière.
mais il y a également beaucoup d'autres pays. Le Japon est extrêmement endetté, beaucoup plus endetté que nous. L'Allemagne et l'Italie sont beaucoup plus endettés que nous, même en pourcentage du PIB. Contrairement à ce que les gens croient que les Allemands, c'est formidable. Oui, ils se portent mieux sur certains aspects des choses, notamment en matière de commerce extérieur, parce qu'ils ont une industrie qui est plus compétitive que la nôtre. Mais en termes d'endettement, la dette publique allemande est supérieure encore à la dette publique française. Donc on se trouve tous les États du monde occidental se retrouvent devant cette situation que, en réalité, je crois que c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle maintenant. En réalité, plus personne ne sait comment gérer la situation. Si vous permettez, Monsieur Asselineau, on va peut-être prendre quelques petites minutes d'interruption pour laisser à nos auditeurs le temps de digérer tout ça. Je vous en prie. Et puis on peut vous reprendre après, hein? Absolument. Quelques minutes de musique, s'il vous plaît. Absolument. Merci, monsieur. À tout de suite. À tout de suite. Là, Allô? Oui. Monsieur Asselineau, vous êtes toujours avec nous, merci. Alors, Oui, je suis avec vous. monsieur Gravron, qui est en face de moi, avait une petite intervention là à vous proposer. Monsieur Asselineau, il y a un économiste américain au XVIIIe siècle qui a indiqué que il y avait deux manières de réduire un peuple en esclavage. Par la force, l'exemple, c'est l'Empire romain qui a mis sous son joug la Gaule, mais ça a toujours une fin. Et par la dette. Et le meilleur exemple, c'est Haïti, qui a acheté autour des années 1800 son indépendance et qui a fini de la payer à la France en 1953. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus, s'il vous plaît? Oui, je ne suis pas un spécialiste, à vrai dire, de l'histoire de Haïti, mais ce qui est exact, et on reboucle un petit peu sur ce que je disais au début de cette intervention, de cette interview, c'est qu'il faut bien que les Français et les auditeurs comprennent que les guerres de nos jours ne sont plus les guerres dont on avait l'habitude. Par exemple, beaucoup de Français croient le slogan que l'Europe c'est la paix. Eh bien, ça n'est pas exact, parce que la guerre, elle s'est transmutée. Il y a eu une nouvelle forme de guerre. Alors, je le disais tout à l'heure, et votre intervention va exactement dans mon sens, c'est que désormais, la guerre, ça se fait d'une façon beaucoup plus sournoise et beaucoup plus compliquée à comprendre. La guerre financière. Par exemple, regardez ce qui se passe en Grèce. La Grèce était un pays qui allait son petit bonhomme de chemin, tout allait très bien en définitive, dans les années 60, 70. Bon, il y avait eu le coup d'État des militaires, mais enfin, à partir après ça, il y avait eu le retour de la démocratie. Bon, c'est un pays qui se développait. Et puis voilà que ce pays entre dans l'euro, et maintenant, quelques années après, une dizaine d'années après, et on est en train de détruire la Grèce. C'est de ça qu'il s'agit. Et uniquement sans que les gens aient rien vu venir. De façon virtuelle, par le poids d'un endettement qui est apparu sans que les gens n'en aient conscience d'ailleurs, et ça reboucle avec ce que je disais à l'instant avant la coupure musicale, ça reboucle notamment avec ces questions de financement des déficits publics par désormais un recours aux banques et au marché au lieu d'avoir recours aux banques centrales. Alors en plus, l'euro place les États dans une position extrêmement complexe. Je fais une conférence consacrée à ce sujet depuis des mois. C'est pour montrer que il n'y a eu en fait jamais dans l'histoire de l'humanité une monnaie plurinationale qui ait subsisté. Elles ont toujours toutes explosé et je l'explique dans une longue conférence que je fais à ce sujet. Pour une raison simple, c'est qu'en fait une monnaie, c'est d'abord et avant tout un peuple et une nation. Pour qu'une monnaie puisse fonctionner, il faut que tous les gens qui la partagent éprouvent un sentiment naturel d'appartenance à une collectivité. Voilà. En France, par exemple, s'il y a, je ne sais pas, un drame qui se produit en Corse ou dans le Limousin ou en Guadeloupe, eh bien, la collectivité nationale procède, sans que les Français s'en rendent compte, mais à des transferts financiers vers les régions sinistrées, et ça ne pose aucun problème parce que nous sommes un peuple. Le peuple français, on en a parfaitement conscience. Il en est comme ça dans tous les peuples et les nations. Alors que ce que pose comme problème l'euro, c'est que lorsqu'il y a un désastre financier en Grèce, ce sont les autres peuples qui doivent payer pour les Grecs. Et en particulier d'ailleurs pour rembourser les banques.
Voilà. Et donc, c'est là où ça pose problème. Les Français ont été court-circuités, donc on leur a pas vraiment demandé leur avis, ce qui est tout à fait choquant et scandaleux compte tenu des sommes en cause. Mais en revanche, dans des pays comme la Slovaquie, la Finlande, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, les gouvernements ont face à eux des opinions publiques qui sont vent debout. Parce que les médias sont beaucoup plus libres, et vous savez certainement que le fonds de soutien, le fonds européen de soutien financier, le fameux FESF, sa mise en œuvre depuis le 21 juillet coince toujours, justement parce que plusieurs pays, dont ceux que je viens de citer, n'ont pas réglé la question. Alors, pour répondre à votre question de façon claire, on n'échappera pas, je le pense profondément, à une clarification brutale, enfin j'espère qu'elle sera la moins brutale possible. J'ai créé ce mouvement, c'est justement pour que l'on ait un mouvement qui reste serein et pondéré, mais on n'échappera pas à une clarification du poids des institutions bancaires sur la direction des pays occidentaux, à commencer par les pays d'Europe. Il faut savoir quand même que l'entreprise, la banque américaine Goldman Sachs détient désormais un pouvoir qui est absolument exorbitant, c'est hallucinant. Le président pour l'Europe, M. Peter Sutherland, parle comme une espèce d'empereur. Enfin, il a fait nommer d'ailleurs le successeur de M. Trichet à la Banque Centrale Européenne dans quelques semaines, au mois de novembre. Il a déjà été désigné. On a demandé l'avis de personne. On n'a absolument pas demandé l'avis du peuple français, ni du peuple allemand, ni du peuple grec. Tac, il a été déterminé que ce serait M. Mario Draghi, qui est un Italien et qui était auparavant vice-président de Goldman Sachs Europe. C'est-à-dire que nous avons une espèce d'infiltration de Goldman Sachs et de JP Morgan, de ces quelques grandes banques d'origine américaine, qui en fait, par l'intimidation, par le pouvoir, parce que là aussi, les questions financières sont compliquées à comprendre. Et donc, par l'intimidation et par l'achat, par la corruption des consciences, pas forcément de la corruption financière, mais de la corruption mentale, si j'ose dire, on a mis dans la tête des élites dirigeantes des pays occidentaux qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de tout privatiser, que de passer sous les fourches caudines des banques, etc. Mais elles n'ont pas fait ça par grandeur d'âme, hein. Elles ont fait ça par soif d'argent et de pouvoir. Voilà. Donc nous devons, vos auditeurs, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais le gouvernement français, en janvier 2010, a pris une décision absolument scandaleuse qu'il a prise sous la demande des institutions européennes, puisque ça fait des années que la Commission de Bruxelles exige du gouvernement français, quel qu'il soit de l'UMP ou du PS, peu importe, c'est pour ça que nous avons les mêmes politiques. La Commission européenne a exigé du gouvernement français qu'il libéralise, entre guillemets, qu'il ouvre à la concurrence, entre guillemets, le marché du gaz et de l'électricité en France. Les Français étaient très contents de leur système de EDF et de GDF. Il n'y avait aucune demande de la part des Français de modifier ce système qui marchait très bien. Bon, on pouvait toujours chipoter sur tel ou tel point, mais enfin, on avait des très grandes entreprises. EDF était un géant mondial, et donc tout marchait quand même globalement très bien. Donc, depuis janvier 2010, le gouvernement français a ouvert le marché du gaz à qui? À Goldman Sachs, justement, et à JP Morgan, justement. Et est-ce que vous croyez que ces banques américaines interviennent sur le marché du gaz en France dans le bien public, pour l'intérêt public des Français? La réponse est non. Ils interviennent là parce qu'ils pensent qu'elles vont faire beaucoup d'argent. Et dès que l'on ouvre à la concurrence, comme le dit Bruxelles, on apprend après, quelques mois après, oh là là, les Français ne payent pas du tout le gaz à son prix, il va falloir augmenter les tarifs. Alors on nous a fait le coup sur l'eau, on privatise les régies municipales des eaux, et après on nous explique, oh là là, vous payez pas du tout l'eau à son prix, ça devrait coûter beaucoup plus cher. On est en train de nous faire le coup sur le gaz, on va nous le faire sur l'électricité. Je trouve que la France, alors je sais qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre le parc électronucléaire, mais enfin, partons de l'existence, c'est-à-dire que la France a un parc électronucléaire important qui lui procure, du moins pour l'instant, un kilowattheure extrêmement bas, le plus bas d'Europe. Alors on ouvre à la concurrence et on explique ensuite aux Français, vous vous rendez compte, vous êtes beaucoup moins cher que les autres, donc il faut augmenter vos tarifs. Voilà, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle les Français vont se faire spolier sur l'eau, sur le gaz, sur l'électricité, sur les autoroutes, c'est pareil, etc., etc. J'ai même vu, j'entendais il y a quelques mois, là, il y avait même un projet de commencer à privatiser les routes nationales. Enfin, où est-ce qu'on va?
Où est-ce qu'on va? Notre patrimoine national est en train d'être siphonné par les établissements financiers. Et c'est pour ça que votre question est extrêmement pertinente, parce qu'il faut avoir les idées claires là-dessus et surtout ne jamais céder à l'intimidation pseudo-technicienne de ces gens. Oui, mais pour ça, il faut avoir le pouvoir de réagir. Et quel est le pouvoir des peuples à l'heure actuelle? Effectivement, j'ai envie de citer un auteur anglais du début du 19e siècle qui parlait de la Révolution française en termes sévères. Ça, je lui laisse son jugement, mais il avait eu cette jolie formule qui consistait à dire que le mal n'est rendu possible que par l'inaction des gens de bien. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tous les Français devraient bien mesurer. C'est que si personne ne bouge, si on attend que ça se passe, il ne se passera rien et nous allons nous enfoncer dans une dictature d'un genre nouveau, inconnu. Une guerre inconnue, disait François Mitterrand dans son dernier ouvrage d'entretien avec Georges-Marc Benamou. La France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. Et donc, nous avons besoin, effectivement, d'un sursaut collectif et national. Et remarquez bien à quel point, justement, ces grands groupes industriels et financiers ont également mis la main sur les grands médias. Ils font tout pour parcelliser la société française. D'abord pour l'abrutir avec beaucoup d'émissions absolument débiles sur TF1 par exemple, mais aussi pour tout faire pour briser tout ce qui est action collective. Voilà, donc c'est de ça c'est contre ça aussi que nous sommes obligés de lutter, parce que les Français, se détournent de la politique en rejetant tout dans un même opprobre. C'est difficile, mais je me vois, moi, que quand on s'adresse aux gens avec sincérité, en leur tenant dans le langage de vérité, il y a quand même beaucoup de gens venus de tous les milieux. J'insiste sur le fait que notre mouvement est un mouvement qui rassemble des gens de droite, du centre, de gauche. Il y a même chez nous un certain nombre d'adhérents qui ont voté oui à la Constitution européenne en 2005, et puis qui, en voyant mes conférences, en voyant l'évolution, se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort. Donc on rassemble des gens vraiment venus de tous les horizons, et notre objectif vraiment est de faire un rassemblement provisoire pour tout simplement faire en sorte que la France soit la France, quoi. Bon, malheureusement, nous n'avons plus plus de 5 minutes d'émission. Alors je voudrais rappeler, parce que c'est important, que vous serez mercredi, Monsieur Asselineau, vous serez mercredi 5 octobre, c'est-à-dire là, après-demain, mais ce mercredi 5 octobre, à l'association du Lerchenberg, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour cette conférence intitulée « Qui gouverne réellement la France ?» Il serait grand temps qu'on se pose la question, qu'on s'interroge, de façon à faire face à nos responsabilités. Alors, la conférence commencera, l'accueil se situe à partir de 19h, et la conférence commencera à 19h30. Voilà, il y aura un buffet avant ou après. Alors, c'est une conférence pour que vos auditeurs mesurent bien ce dont il s'agit. Ce sont des conférences que je fais avec un ordinateur, avec un vidéoprojecteur. Donc il y a des images, il y a des photos, il y a des tableaux. Donc je sais bien que le discours est un petit peu comment dirais-je, c'est pas une plaisanterie, c'est un vrai discours politique. Mais les conférences en général plaisent beaucoup quand même parce que j'essaie d'être le plus pédagogique possible. Et de montrer aux gens, de les faire réfléchir et de leur donner beaucoup d'informations dont ils ne disposaient pas, et de leur présenter ça de façon le plus agréable possible. Et alors à l'issue de cette conférence, donc avec des données historiques, des données qui vont, je pense, vont vraiment stupéfieront ceux qui ne connaissent pas déjà cette conférence. À l'issue de ça, il y a une séance de questions-réponses et puis un buffet convivial. Et puis vous savez, moi je crois qu'il faut parler beaucoup aux Français. Je me déplace le maximum à travers la France. Donc moi je consacre beaucoup de temps aux gens qui viennent m'écouter. Donc je n'ai pas d'heure. On peut rester souvent avec les derniers carrés de partisans ou de gens intéressés. On peut discuter jusqu'à minuit, 1h du matin. On retrouve en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que les Français sont un peuple politique. C'est même le peuple le plus politique du monde. Et il est très, très, très encourageant de voir que quand on fait ce genre de réunion, d'un seul coup, les participants retrouvent
retrouve ce que c'est que le sens du débat, la politique, parce que là, on parle des vrais sujets, vous comprenez. Mais oui, mais monsieur... On parle pas de Madame Nafitassou Diallo dans sa chambre d'hôtel au Sofitel. Vous pensez que monsieur Strauss-Kahn a eu droit à 25 minutes sur TF1 l'autre jour, devant 13 millions de téléspectateurs pour raconter ses salades, franchement, alors que le pays est dans la situation dans laquelle on est et que les Français sont à la recherche justement d'explications valides, valables, de quelqu'un qui leur dise exactement ce qui se passe, eh bien on voit bien qu'il y a un problème avec les très grands médias. Ils ne font pas leur travail d'information, ils font un travail de distraction de la population. Mais quand vous parlez, justement, quand je vous entends, monsieur Asselineau, parler de politique, vous parlez de la politique au sens noble du mot, c'est-à-dire de l'organisation de la vie des citoyens dans l'intérêt des citoyens. Absolument. Absolument. Et ça, vous savez, les Français en sont très friands. Les Français se sont détournés de la politique parce qu'actuellement, c'est de la politique aérienne. Oui. Nous avons affaire à des politicards qui regardaient ces histoires... je sais pas, mais monsieur Borloo, monsieur Morin, on sait même pas ce qui oppose tous ces gens-là. Oh, moi, je ne même pas entre eux, ce ne sont que des conflits, de petits conflits de carrière. Voilà, c'est ça. Copé, monsieur Bruno Le Maire, monsieur ci, monsieur ça. Et même, écoutez, excusez-moi, moi je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris les différences qu'il y a entre madame Aubry, monsieur Hollande, monsieur Valls, madame Royal. De toute façon, tous ces gens-là, de droite comme de gauche, ils veulent rester dans l'Union européenne. Mais de toute façon, moi j'ai un petit peu le sentiment, monsieur Asselineau, que l'objectif premier, c'est qui sera calife à la place du calife. Vous avez raison. C'est la meilleure façon de résumer la situation. Les Français, ils en ont assez. Je comprends. Et puis moi aussi, j'en ai assez. Si vous voulez, si j'ai fait ce que j'ai fait. Moi, on m'avait mis dans un placard, et comme j'ai un petit peu de sang breton, donc je suis un peu têtu sur les bords, je me suis dit que j'avais pas de raison de baisser les bras, parce que les gens qui dirigent la France par l'intermédiaire de la Commission européenne, en fait, n'ont qu'un seul objectif au bout du compte, c'est de nous asservir et de nous piller. C'est tout. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'appelle les Français à se redresser. C'est un véritable redressement national dont il s'agit, provisoire, avec des gens de bonne volonté, des gens... Vous savez, chez nous, il y a des gens qui sont en désaccord, sur des sujets, par exemple, comme l'immigration à l'UPR dans mon mouvement. Il y a des gens qui sont très anti-immigration, il y en a qui sont tout à fait pour, il y en a qui sont pour une position nuancée, et puis pareil sur le nucléaire, et puis pareil sur les questions de société dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est un peu comme sous la résistance, si vous voulez. N'est-ce pas? C'est en 43-44, les gens, il y a une hiérarchie de priorités. Et donc, il y a un moment à partir duquel il faut que les Gaulois, la première chose qu'ils doivent faire, c'est libérer la patrie. Absolument. Et ça, pour le moment, après ça se terminera, vous savez, comme à la fin d'Astérix. De nouveau, on se tapera dessus parce qu'il y aura les Français de droite, les Français de gauche. Et c'est normal, c'est bien. C'est bien qu'ensuite, il y ait une alternance, qu'il y ait des points de vue différents. Ça s'appelle la démocratie. Donc, sur ces questions, comme l'immigration, comme le nucléaire, tout ça, c'est dans notre programme. J'annoncerai mon programme à la fin novembre, le programme détaillé. Il y a déjà un pré-programme sur notre site, qui est déjà un programme tout à fait significatif. Et dans le programme définitif que je préciserai, je montrerai que sur toute une série de sujets, nous donnerons ensuite la parole aux Français. Mais la première chose à faire, c'est d'abord de reprendre notre droit à décider de notre avenir collectif. C'est d'abord d'y réfléchir sérieusement ensemble, parce qu'il est plus que grand temps. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de l'Union populaire républicaine et qu'il y a un site sur Internet, et comme vous l'avez dit, on peut aller s'y renseigner. Donc, ce mercredi 5 octobre, à 19h, l'accueil, 19h30, début de la conférence, et croyez-moi, ça n'est pas de la langue de bois. C'est pas de la langue de bois, et on a tous besoin, on est tous à l'affût d'un langage vrai pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et de se dépatouiller dans j'allais dire un gros mot. Bon. Alors, pour être clair, et pour contribuer quand même au financement, puisque faut louer la salle et puis qu'il y a tous les frais annexes, il sera demandé 5 € à chaque participant et 3 € pour les chômeurs et les étudiants. Donc, ça, c'est... En précisant qu'ils auront droit au buffet gratuit. Voilà, il y a un buffet gratuit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça permet de financer une petite partie de la location de la salle et du buffet. Voilà. Alors donc, rendez-vous ce mercredi 5 octobre pour cette conférence stupéfiante, comme il est annoncé sur les petites affiches. Mais stupéfiante, c'est vrai. Stupéfiante parce que pour une fois, on parle vrai. Du vrai de vrai. Merci de nous avoir écoutés. Merci infiniment, monsieur Asselineau, de vous être prêté si longtemps
à notre antenne. C'est moi qui vous remercie, je vous félicite. Je vous félicite parce que vous faites ce que devraient faire tous les journalistes de France et tous les médias de France, c'est-à-dire ouvrir enfin les vrais débats. Voilà. Donc vraiment bravo. Eh ben merci. Puis alors à mercredi, vous nous expliquerez tout ça en détail parce que des questions, on en avait des foultitudes là à vous poser. Mais ça sera pour mercredi. À mercredi. Ça sera pour mercredi. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir.